En bref, aujourd'hui on va parler d'histoire, enfin plutôt comment on raconte l'histoire. Alors avant de commencer, il faut que je vous dise que cette vidéo est réalisée en partenariat avec la société Infomaniac, la première compagnie suisse d'hébergement web en Europe. Alors ça a l'air un peu chelou comme ça, et ça a surtout pas l'air d'avoir beaucoup de rapports. Du coup, avant que je vous parle d'histoire, faut que je vous en raconte une vite teuf. Il y a quelques mois, je voulais lancer un serveur Minecraft avec quelques abonnés, et j'ai posté une annonce sur Twitter. Désolé mais c'est plein là par contre. Dans la foulée, je reçois un DM de Mathieu, qui bosse chez Infomaniac, et il me dit que sa boîte a des partenariats influenceurs dont ils se servent pas, et qu'il y aurait peut-être un moyen de faire quelque chose pour récupérer un serveur. Du coup, il me file le mail de Thomas, du marketing, qui me dit « Ouais, non, on peut pas non plus te filer un serveur comme ça, mec. » Bon, ok, il a pas dit ça comme ça. Mais du coup, de fil en aiguille, on est venu à monter un projet de vidéo ensemble, et aujourd'hui, on tourne dans leurs locaux. Et j'avoue que c'est pas dégueulasse. Et ils nous ont aussi littéralement ouvert les portes de leur data center, je vous en montrerai quelques images après. Et ça a quand même de la gueule aussi. Bref, pour en revenir au sujet de base, c'est quoi l'histoire, Quand et comment une histoire devient l'histoire avec un grand H? Et surtout, c'est quoi le rapport avec les data centers? Enfin bref. Alors, si on prend la définition de base de l'histoire, d'après Wikipédia, l'histoire est l'étude et l'écriture des faits et des événements passés, quelle que soit leur variété et leur complexité. Ok, cool. L'histoire, c'est raconter des trucs qui se sont passés. Je pense qu'on le fait à peu près tous, ça. Du coup, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une discipline pour ça? Bon, déjà, faut cadrer ce qu'on prend en compte. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est de l'histoire, et pas ça, par exemple? Et là, on a choisi un truc très simple. Alors, la particularité de l'histoire avec un grand H, c'est que ça prend en compte les sources écrites. Non, parce qu'avant l'invention de l'écriture, l'histoire c'était surtout une partie de téléphone arabe géante bien bordélique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des histoires de mecs cheval ou de buissons qui parlent. Alors, mais quand je dis invention de l'écriture, c'est que les bails, parce que les gars, ils ont pas direct retrouvé des bouquins illustrés dans des ruines non plus. Il a bien fallu qu'on ait besoin de gribouiller des trucs quelque part à un moment. Mais du coup, c'est quoi les premiers trucs qu'on considère comme étant de l'écriture? Un des premiers textes qu'on a retrouvé, c'est ça, la tablette de Kish, qui date d'environ 3500 ans avant notre ère. Le bazar a au moins 5500 ans, quoi. Et si on n'est pas sûr de ce qui est écrit dessus, on sait que c'est de la compta agricole. Quand je vous dis que les mecs savaient s'enjailler à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, l'écriture, ça sert pas qu'à ça. Si on dit que l'histoire commence avec l'apparition de l'écriture, c'est pas non plus 5500 ans d'archives de compta. Un des premiers textes historiques qu'on retrouve, et j'insiste sur les guillemets, c'est l'épopée de Gilgamesh. Et du coup, c'est quoi l'épopée de Gilgamesh? Alors, c'est l'histoire du roi Gilgamesh qui vit des aventures de ouf avec son topo Enkidu. Si vous voulez, je peux faire une vidéo sur le sujet, parce qu'en vrai, l'histoire, elle vaut le détour. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je pense que ça peut être rigolo. Au pire, je fais quand même parce que c'est ma chaîne et je m'en fous. Bref, un des premiers textes historiques qu'on ait retrouvé est avant tout une fiction, et ça va être le cas pendant un moment en fait. Le truc chiant dans les premiers textes, c'est de différencier l'histoire du mythe. Du coup, le plus loin qu'on puisse remonter dans l'histoire, c'est souvent des mythes, à propos d'un mec et ses potes, qu'on s'est passé oralement jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'écrire, genre l'Odyssée d'Homère par exemple. Ok, pause. Oui, je sais, Homère a pas écrit l'Iliade et l'Odyssée. Le mec était poète et a composé les poèmes qui constituent ces histoires. En plus, il était aveugle, donc c'était chaud pour écrire ça à l'époque. Ça, c'est s'il a existé tout court. Ah, et oui, tant que j'y suis, désolé pour la vidéo d'avant, j'ai dit que l'Italie avait combattu aux côtés de l'Allemagne et de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'en fait, ils étaient du côté français et anglais. Grosse erreur de ma part, je m'excuse pour ça. Voilà, vous pouvez reprendre la vidéo. Ou alors une histoire écrite contemporaine au gars dont elle parle, souvent pour dire aux générations futures à quel point ce dit gars était stylé. Ouais, genre de la propagande, ouais. Typiquement, c'était assez courant en Égypte antique qu'un nouveau pharaon fasse carrément effacer des gravures le nom du mec dont il venait de péter à la place. L'écriture a un poids énorme sur l'histoire, et en effacer des bouts peut faire qu'on perde des bouts de l'histoire à tout jamais, justement. C'est pas pour rien qu'on dit gravé dans le marbre, pour parler d'un truc qu'on peut pas modifier. On a des textes gravés qui remontent à il y a plus de 5000 ans. Le fait de les effacer reviendrait à les faire disparaître de l'histoire à tout jamais. Mais comme on l'a dit juste avant, l'histoire c'est surtout des histoires de mecs qui ont fait des trucs stylés. Et j'insiste sur les mecs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs dans ces histoires en général. Jusqu'au jour où un gars du nom d'Hérodote se dit qu'il y avait plus à raconter que juste des histoires en fait. Le gars va se balader un peu partout à travers le monde connu de l'époque pour enquêter et récolter des infos sur la vie des gens et des peuples, pour essayer d'en constituer une plus large du monde qu'il habite. Il va compiler tout ce qu'il a trouvé dans un recueil d'histoires qu'il appelle sobrement les enquêtes, ou historiae en grec. Historiae qui nous donnera le mot histoire d'ailleurs, parce que sans le savoir, le Hérodote là, il est devenu le premier historien de l'histoire du coup, vu qu'il a inventé le concept et la méthode. Avant lui, on se racontait juste des histoires de héros et de rois des temps jadis. Lui, il a décidé de mener l'enquête pour trouver un max d'histoires qui se relieraient entre elles et qui expliqueraient le monde dans lequel il vit. Et plutôt que de raconter des histoires, le gars a décidé de raconter l'histoire.
C'est beau. Et de là, on va donc commencer à raconter l'histoire, avec un grand H, mais ça reste l'histoire des grands hommes, et c'est toujours teinté de légende et du coup souvent biaisé. Puis, mine de rien, écrire les trois quarts du temps, ça consiste à graver de la pierre, de l'argile ou sécher de la peau d'animaux pour faire des parchemins. C'est pas toujours opti et les systèmes d'écriture sont pas non plus toujours très simples. Et du coup, c'est pas accessible à tout le monde. Et le nombre de sources est aussi limité. D'ailleurs, petite pause 2 secondes. Un truc rigolo, la quasi-totalité des systèmes d'écriture qu'on utilise aujourd'hui dans le monde, et il y en a un paquet, descendent de seulement 3 ou 4 systèmes différents qui sont apparus chacun dans leur coin à un moment de l'histoire. Alors voilà, ça change rien à vos vies, mais moi je trouvais ça rigolo. Voilà, bref. Si de notre point de vue l'écriture c'est une révolution de ouf, à l'époque pour certains c'était pas forcément tant le cas. Par exemple Platon dans Phèdre critique l'écriture en expliquant que c'est pas clair, qu'on peut pas préciser à qui on s'adresse et qu'on peut pas se défendre si on est attaqué sur ses écrits vu que c'est posé et voué à plus bouger. En bref l'écriture c'est relou, c'est pas clair et c'est quand même mieux de se parler comme on a toujours fait en fait. Mais tout ça va changer avec une autre invention. Comme beaucoup d'inventions stylées, le papier, ça vient de Chine. Et le papier, ça a 2 avantages. Bon, ça prend pas de place et ça coûte pas cher. Mais ça crame. Mais c'est pas cher. Parce que les Chinois, avant, ils écrivaient sur du bambou ou du tissu. Et bon, le bambou, ça prend de la place. Et le tissu, ça revient vite cher si tu veux écrire un livre entier. Du coup, l'écriture se démocratise de plus en plus. Bon, toujours chez les classes supérieures, faut pas déconner non plus. Et on écrit de plus en plus d'histoires. Bon, c'est surtout des batailles où la vie des puissants. On n'irait pas non plus raconter la vie de Jean-Mi qui zone à la taverne de Couilly-Pont-aux-Dames. Ça, dans les faits, tout le monde s'en fout. Mais le papier, ça permet surtout de faire des livres. Alors, concrètement, un livre, c'est quoi? Un livre, c'est une compile de pages, en gros. Et c'est sûr qu'avec de la pierre, de l'argile, du bambou ou du tissu, c'est un peu plus galère à faire. Du coup, on peut stocker de très gros volumes d'infos dans un format relativement compact, et même l'illustrer. Tout ce qu'il faut, c'est avoir du papier, de l'encre, une plume ou un pinceau et de l'éducation. Bon, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est moins chiant que de graver des dalles dans le désert, clairement. Et les livres ont permis de noter plus, de stocker plus, de créer des bibliothèques où on a entreposé la mémoire des générations précédentes. Pour ceux qui auraient oublié, avant Internet, c'est là qu'on allait quand on voulait savoir quelque chose et qu'on n'avait pas déjà un livre sur le sujet chez nous. Par exemple, avec la chute de l'Empire romain, on a perdu énormément d'informations sur la Grèce antique. Informations qu'on a récupérées en commerçant avec les Byzantins pendant le Moyen-Âge. Pas beau stylé quand même. Alors c'est résumé vraiment vite teuf, j'ai une vidéo qui en parle un peu plus en détail, je vous mets le lien par là, puis dans la description, et puis voilà. Bref, le papier, les livres, ça a permis de noter plus et de conserver plus de savoirs qui ont pu se transmettre jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ça va changer avec une autre invention. Alors, je vais pas trop m'étendre sur le sujet de l'imprimerie, tout simplement parce que j'ai une vidéo sur le sujet qui devrait sortir le mois prochain, normalement. Alors, on est même allé visiter le musée de l'imprimerie dans le Loiret. Et c'était grave stylé, en vrai. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'avant, on écrivait les livres à la main. Et on avait des méthodes rudimentaires d'imprimerie qui étaient quand même longues et chiantes à mettre en place. Mais moins que tout faire à la mano, clairement. Mais c'est l'invention de la presse à caractère mobile, que ce soit en Chine au XIIe siècle ou en Europe au XVe siècle, qui va vraiment changer le game et permettre de faire beaucoup de copies d'un ouvrage assez rapidement et donc de le diffuser beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que mine de rien, du fait que c'était majoritairement écrit à la main, ça coûtait tout de même un certain prix, il n'y avait pas tant de copies que ça. Du coup, si on voulait avoir accès à un livre, fallait quand même souvent se déplacer. Des fois même très loin. Alors qu'avec l'imprimerie, on peut faire autant de copies qu'on veut, et ça coûte beaucoup moins cher du coup. Mais si de notre point de vue, l'imprimerie c'est une révolution de ouf, à l'époque, pour certains, c'était pas forcément tant le cas. Par exemple, Girolamo Squarciafico, qui est un mec qui a beaucoup contribué à l'impression de classiques latins au XVe siècle, se plaignait que l'abondance de livres détournait les hommes de l'étude. En gros, parce qu'on imprime tout et n'importe quoi, on sait plus où donner de la tête, et on en oublie de se concentrer sur les trucs importants. Mais tout ça va changer avec une autre invention. Non, parce que le papier c'est bien, les bibliothèques c'est joli, mais tout ça c'est inflammable déjà. Le papier ça se déchire, ça se perd et en plus c'est inflammable. Alors que des données informatiques dans un ordinateur, à moins de foutre en l'air son disque dur directement, ça reste. Bon après, si quand on pense données de stockage aujourd'hui, on pense plutôt à ça. Faut pas oublier qu'au début, c'était plutôt ça. Alors cette vidéo, elle devrait faire à peu près 2 gigas à l'export, ce qui est assez facile à stocker sur un cloud gratuitement aujourd'hui. Mais il faut vous dire qu'à la base, on parlait pas vraiment de disque dur. Une des premières formes de stockage informatique qu'on ait développées, c'était les tubes Williams. Et pour la modique somme de 500 $ des années 40, soit environ 5500 €, vous pouviez stocker près de 512 bits.
soit moins que le script de cette vidéo. Mais même si c'est un peu fastidieux au début, l'informatique apporte un truc qu'on n'a pas jusqu'à présent, de l'espace, et ça va faire qu'évoluer. Quand au début une machine de la taille d'une pièce ne contenait que quelques octets d'informations, comparé aux milliers d'années d'évolution qui ont précédé, on est très vite passé à ça, qui peut contenir l'équivalent d'un livre à ça. Et ça, aujourd'hui, ce tout petit truc qui tient dans la main, ça peut contenir l'équivalent de 500 000 livres. On est loin des 60 000 bouquins stockés à la médiathèque Gérard Billy de Lagny-sur-Marne. Hein. Mais si de notre point de vue, l'informatique c'est une révolution de ouf, à l'époque, pour certains, c'était pas forcément tant le cas. L'arrivée de ces machines soulève une multitude de difficultés pour l'adaptation, l'organisation, l'emploi et l'apprentissage d'un nouveau système. Mais la vraie révolution, c'est pas tant les ordinateurs en eux-mêmes que ce qu'ils ont permis. Et là, je parle de... Alors, Internet. Internet, ça a tellement tout changé en fait. Dans une seule machine de la taille d'un paquet de clopes, on peut avoir tous les ouvrages jamais écrits. Mais si vous chopez tout ça d'Internet, ça doit bien être stocké quelque part, non? Et pour parler de tout ça, on est allé chez Infomaniac, une boîte suisse qui bosse dans l'hébergement en ligne. Alors on aurait pu rester dans leur bureau parce que c'est franchement stylé, mais ils nous ont aussi permis d'aller faire un tour dans leur data center pour voir un peu comment ça fonctionne. Je m'appelle Thomas, je m'occupe du marketing et de la communication pour Infomaniac, qui est l'un des plus grands hébergeurs en Europe. Alors un data center, il faut s'imaginer que c'est un endroit sécurisé et c'est ce qui permet en fait finalement de faire tourner tous les sites internet, les adresses email, les vidéos. C'est là où on stocke en fait toutes nos données auxquelles on accède tous les jours par internet. La principale différence entre les ordinateurs qu'on trouve chez soi et puis les serveurs qu'on a dans les data centers, qu'un serveur c'est conçu pour fonctionner des années sans jamais s'arrêter, capable de supporter des températures jusqu'à 42 degrés. Parce que c'est une de nos particularités, en fait, on climatise pas en fait nos data centers, ce qui permet en fait d'économiser beaucoup d'énergie, mais pour ça il faut des serveurs capables de supporter cette chaleur. Pour garantir la sécurité des données de chaque client, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée en fait comme des compartiments. On peut un peu imaginer ça comme un grand immeuble où il y a plein d'appartements dedans, et puis chaque appartement est complètement cloisonné, isolé, et puis il faut posséder la clé qui permet de rentrer dans l'immeuble, et la clé qui permet de rentrer dans l'appartement. Et là, il y a une couche de sécurité supplémentaire. C'est qu'on ne pourrait même pas imaginer prendre une perceuse et percer en fait le mur entre deux appartements, parce qu'en fait, que ce soit en termes de ressources ou de données, tout est complètement, de manière virtuelle, isolé. C'est un peu ça le principe. Puis bien sûr, après, il y a des contrôles de sécurité avec des sociétés externes, à l'interne, et puis nos développeurs appliquent aussi les meilleures pratiques dans le domaine. Avec tout ce qu'on vient de voir, le truc que je retiens principalement, c'est que l'histoire est devenue accessible à tout le monde. D'abord via la presse, on a pu diffuser beaucoup plus vite et à grande échelle, puis ensuite l'informatique a permis de stocker plus et diffuser plus et surtout plus vite. Et puis finalement, via Internet, non seulement tout est plus ou moins accessible à tout le monde, mais surtout via les réseaux sociaux, tout le monde peut y prendre part. Alors ça a du bon comme du mauvais, mais on est tous en train de laisser des traces de notre époque et de comment on y vit. On est parti de premiers écrits qui racontaient la vie des riches et des puissants, dans un monde où quasiment personne ne savait lire, à un moment de l'histoire où n'importe lequel d'entre nous peut laisser des traces de sa vie pour les générations futures, à disposition de toute l'humanité. C'est ouf. Quand même. Et même s'il y a tout un tas de monde qui gueule contre, au final ça a toujours été le cas, et c'est pas nier tout ce que ça a pu apporter, en bien comme en mal. Enfin bref. Alors, je voulais remercier Infomaniac de nous avoir permis de réaliser cette vidéo et de nous avoir ouvert leurs portes, y compris de ce décor stylé, qui est une salle de réunion pas dégueulasse en vrai. Hein. Et ils proposent des solutions d'hébergement en ligne, autant pour les particuliers que pour les pros, et je vous invite à aller faire un tour sur leur site web, dont le lien est dans la description. Et ils proposent aussi une alternative gratuite et sécurisée à WeTransfer, suffit d'aller sur swisstransfer.com, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez uploader des fichiers jusqu'à 25 Go, encore une fois de manière sécurisée et gratuite. Franchement, c'est pas dégueu, surtout aujourd'hui où on upload des fichiers de plus en plus gros, WeTransfer, ça commence à être un peu limité à 2 Go. Je dis ça, je dis rien. Lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Fin de tournage, hop.